Donc cet essai qui a pour titre un peu de politique, et donc ce soir je vais traiter de la question de l'état d'exception. Je n'ai pas voulu l'appeler l'état d'urgence, parce que l'urgence, ça n'a qu'un temps. Évidemment, quand on dit c'est un état d'urgence, ça veut dire qu'il doit être limité dans le temps. Alors, quand ça devient permanent, cela est à dépasser l'état d'urgence, c'est devenu un état d'exception, et peut-être on va passer de l'état d'exception à l'état tout court, l'état de permanence d'un certain dispositif, de maintien d'un certain dispositif de contrôle des populations. N'oublions jamais, jamais, moi je pense que je suis légitime à parler de ces sujets, donc tout le monde est légitime à partir du moment où il est aussi impliqué, nous sommes impliqués, ne serait-ce qu'indirectement, nous subissons les conséquences de certaines prises de décisions politiques et nous sommes légitimes à en parler, à donner notre point de vue et aussi à nous opposer, à exprimer nos réticences, parce qu'il faut d'abord exprimer des réticences avant de passer à une étape plus avancée qui est de s'élever contre un dispositif qui est obligatoirement un dispositif qui réduit l'exercice de la liberté individuelle et collective. Donc l'état d'exception ou l'état d'urgence puis l'état d'exception qui va être maintenu, ça c'est évident, qui va être prolongé et qui va devenir un fait constitutionnel, ce qui est, merci ce qu'on appelle la gauche, merci aux forces non conservatrices de cet apport à la Constitution de la Ve République. C'est un apport bienvenu. Nous avons besoin d'être en permanence mobilisés, d'être en permanence dans un état de restriction des libertés. Donc, c'est tout à fait normal, logique. Vous voulez la sécurité et la liberté? Non, vous aurez la sécurité, mais sans la liberté. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Vous êtes en demande de sécurité, on vous offre la sécurité, on vous demande de bien accepter les contraintes inhérentes à un exercice de sécurité maximale. Donc, tout le monde, parce que là, je n'exclus personne, tout le monde a oublié que la France vit depuis des années. Je ne sais pas si c'est depuis les attentats de 86, peut-être depuis un peu moins ancien, mais en tout cas, il y a un état d'exception ou un état dérogatoire aux libertés qui s'appelle le plan Vigipirate. D'abord, personne ne conteste l'appellation Vigipirate. Pour moi, une vigie, c'est quelqu'un qui est en haut d'un mât et qui attend, qui scrute, qui est en vigilance pour essayer de prévenir en cas de danger pirate. C'est quelque chose de complètement, j'allais dire, je ne trouve pas le mot, mais ça n'a pas de cohérence, ça n'a pas de réalité. Il n'y a plus de pirates. Bien sûr, il y a des pirates dans les mers, mais là, il n'y a plus de vigie, donc il n'y a plus de voiliers. Donc la question, c'est anachronique. Voilà, j'ai trouvé anachronique qui est d'un temps qui n'est pas le nôtre. Donc l'appellation induit en erreur, en vigie pirate. Voilà, qu'elle appelait un état de mobilisation. Pourquoi ne pas l'appeler tout court l'état d'exception? Alors, parmi donc l'état de Vigipirate, le plan Vigipirate connaît des dispositifs, donc selon le degré qu'on veut lui donner, selon
la coloration qu'on veut lui donner, c'est le cas de le dire, puisque plan Vigipirate jaune, je pense qu'il y a des couleurs, des nuances de couleurs. On arrive à l'écarlate, là, je pense que c'est l'extrême degré de ce plan. Et personne ne dit rien. C'est un plan, c'est un dispositif militaro-policier qui se trouve, et judiciaire aussi, je pense, qui se trouve à la disposition des pouvoirs, du pouvoir ou des pouvoirs. Et donc, il n'était pas besoin d'avoir recours à un autre dispositif avec toute la symbolique que ça a. L'autre passait très bien. Le plan Vigipirate, on le faisait monter, on le faisait descendre, ça ne faisait rien. À l'approche des fêtes, etc., je pense que ça suffisait largement. À partir du moment, si par un plan, par un dispositif pareil, on veut signifier qu'il va y avoir plus de contrôle, qu'on va faire plus de contrôle, ça suffisait. Donc faire plus de contrôle, faire plus de dérogation à l'exercice de la liberté, et c'était accepté. Donc l'idée, c'est que la France est en état d'urgence ou en état d'exception depuis bien longtemps. Et ceux qui se réveillent aujourd'hui pour dénoncer la future constitutionnalisation et la future inscription dans le marbre, l'inscription dans le corpus des lois de ce dispositif qui normalement devait rester exceptionnel. Et donc, c'est une transgression majeure, c'est des choses, c'est encore un pas de plus dans la transgression de ce qui fait le pacte entre le pouvoir et ceux qui lui sont assujettis, puisque là, il n'y a pas d'égalité, il y a un pouvoir qui prend des décisions, il ne consulte personne, sauf peut-être il aurait pu très bien utiliser un référendum, mais on sait très bien que le référendum, c'est un acte qui, comment dire, manque. Le référendum, c'est un acte j'ai oublié le terme là encore, évidemment, j'oublie des choses parce qu'elles ne sont pas si présentes dans le débat public. Le référendum est un moyen, en fait, par rapport à la question posée, il restreint le champ des choix. C'est une sorte d'exercice d'approbation. En fait, les pouvoirs publics peuvent utiliser le référendum pour en fait, parce que il ne laisse pas trop de choix, il n'y a pas de choix, il n'y a que le oui ou le non, l'approbation ou la désapprobation, il n'y a pas d'autre choix. On peut très bien, dans un choix démocratiquement sûr, il est possible d'offrir plusieurs choix. C'est pas quelque chose, c'est pas une dualité, c'est pas un choix aussi peu ouvert. Donc, j'ai oublié le terme qui colle à cet exercice de la consultation populaire. Et en fait, donc, à force de ne pas exercer de la politique, on oublie le vocabulaire politique qui peut être utile pour parler de façon pertinente d'une situation ou politique donnée. Donc passons sur la question du référendum. Il ne sera pas organisé. De toutes les façons, il était acquis qu'il serait favorable à la mise en constitutionnalité de l'état d'exception. Donc les pouvoirs publics, beaucoup de gens, par exemple, dans ces dispositifs qui ont été pris de contrôle et surveillance des populations, les aéroports, donc aujourd'hui on a ajouté les gares ferroviaires. Avant il n'y avait que il y avait que l'aéroport pour se constituer en zone quelque part de non-droit,
vous devez, pour avoir accès à ce moyen de transport, renoncer à l'exercice plein de votre souveraineté individuelle. Vous devez abdiquer de vos droits les plus élémentaires et, et vous constituer en suspect potentiel, en danger potentiel. Et donc, le passage par l'avion, les fouilles qui pouvaient être des fouilles assez humiliantes, assez poussées, la fouille au corps, cela en l'absence de tout danger, en l'absence de toute suspicion, uniquement une fouille qui se veut la plus, la plus démocratique possible, puisque si on fouille une personne, il faut fouiller tout le monde pour ne pas créer de discrimination. Voilà, donc un exercice parfait d'égalitarisme dans l'arbitraire, voilà, dans le non-respect de l'intégrité corporelle d'une personne. Et donc, quand vous avez les aéroports, donc il y a le kidam de base, puis il y a les personnalités, les VIP, les personnalités politiques, les diplomates, etc. Quand on fouille quelqu'un de cet acabit-là, une personne qui a du poids, cela horrifie pas mal de gens. Il y a des réactions, il y a des protestations. Quand on fouille tout le monde, cela paraît normal. Une fouille, ça reste humiliant. Ce n'est pas quelque chose qui doit devenir la règle. On doit présupposer. Donc, à vouloir protéger tout le monde, encore une histoire de cette tension, comme on pourrait dire, de cette articulation entre sécurité et liberté, au nom de la sécurité, pour prévenir un drame, pour prévenir quelque chose, on va atteindre la liberté de tous par prévention. C'est un acte, c'est un exercice préventif. Il n'y a pas de danger, donc il peut y avoir des endroits symboliques qui peuvent être les lieux d'une atteinte à la vie, mais il y a des lieux qui ne sont stratégiquement n'ont pas de poids symbolique, mais comme on doit faire la fouille partout, comme la fouille doit être systématique et généralisée, mondialisée, si on estime qu'un produit ou quelque chose, est-ce que, par exemple, tout simplement, est-ce que vous pensez qu'un petit canif ou qu'une petite paire de ciseaux peut constituer un danger sérieusement? Est-ce qu'une paire de ciseaux peut constituer un danger vital pour un membre d'un équipage, d'aviation? Si on estime qu'elle liquide un petit objet contondant, et à ce moment-là, tous les objets doivent être éliminés. On élimine même la plus petite source de danger, quelle qu'elle soit. On exclut la plus petite probabilité de blessure, d'atteinte corporelle. C'est quelque part, on introduit une certaine, je sais pas, comme si l'histoire donc de cette fouille systématique. Donc les aéroports qui étaient le lieu de la fouille, parce que les aéroports donnaient accès au monde entier, et donc quelque part on fouille parce qu'on a aussi une responsabilité internationale. Donc après les gares, aussi il y a un contact avec l'extérieur, on va dire les gares. Après il y a les fouilles quotidiennes quand vous êtes vous exercez votre quand vous allez faire vos courses, quand vous êtes fouillé, quand les femmes, puisqu'il faut parler des femmes, là il s'agit du sac. Quand un vigile demande à une femme d'ouvrir son sac,
Là, quand la loi française a autorisé la fouille des voitures, des coffres des voitures, ça a été déjà un pas de plus. Donc il y avait une certaine sacralité, une certaine inviolabilité. Actuellement, un policier, un agent d'autorité peut demander à fouiller votre voiture. Ce n'est pas seulement, il ne peut pas seulement vous demander à présenter vos papiers d'identité, il peut aussi avoir accès à l'intérieur de votre voiture, sans mandat évidemment. Sans mandat, il n'est pas besoin d'avoir un mandat. Il est mandaté en permanence. Et donc vous avez des agents d'autorité qui ne sont pas des agents officiels, mais des agents des agents privés qui vous demandent d'ouvrir votre sac. Vous êtes une femme, vous ouvrez votre sac. C'est quelque part une violation, un viol, voilà, un viol symbolique de l'intimité d'une femme. Les gens qui font ce constat, moi j'ai carrément arrêté d'aller en supermarché. Je ne suis pas une femme, je n'ai pas de sac. Mais ce spectacle-là, je ne peux l'accepter, je ne peux l'approuver, je ne veux même pas le voir. Et donc, l'accès à l'intimité. Le sac constitue une extension du domaine inviolable de l'identité d'une femme. Quand vous l'ouvrez, même si la personne ne met pas la main dedans, mais quand vous le fouillez, vous montrez, vous exposez une partie de votre intimité. Votre entourage ne fouille pas dans votre sac. Même votre compagnon n'y a pas accès, sauf autorisation express. Mais en général, le sac appartient à la femme. Et donc, c'était l'ultime espace qui restait. On pouvait fouiller les bagages ordinaires, mais le sac à main était quelque part nimbé de sacralité. Et donc, le dernier symbole de ce qui restait, étant donné que les hommes n'ont pas de sac à main, un des derniers espaces qui restait, qui restait protégé. Donc nous avons, pour parler de façon plus, comment dire, pour bien présenter les choses, nous avons eu deux événements qui ont été marquants. Un événement qui s'est produit en janvier et qui a été une manière de mettre, comment dire, d'introduire de la sacralité dans l'exercice de la liberté. C'était la liberté qui était visée. Il fallait protéger l'exercice de la liberté. Cette liberté était une valeur fondamentale, était d'ailleurs cette liberté, il fallait la défendre corps et âme. Et ceux qui voulaient y porter atteinte étaient des gens à éliminer. On arrive en novembre, on arrive à la chose inverse. Donc, il n'est plus question de mettre en avant la liberté, il est question de restreindre la liberté. La liberté de réunion, de manifestation, la liberté d'opposition, puisqu'on a mis des gens qui n'étaient pas, puisque les mesures prises de nouveau ont permis à l'État de nous montrer, de montrer ses gros bras. L'État a signifié à la population que lui, il a une logique inclusive. L'État a plusieurs ennemis. Il y a des ennemis qui sont largement, il y a des ennemis peut-être prioritaires. Il y a des ennemis qui sont aussi quelque part à qui il faut signifier qu'ils ont des limites à ne pas franchir. La mise sous surveillance, sous résidence surveillée, est un moyen de signifier que la contestation est quelque chose qu'il faut savoir mener avec raison, qu'il y a des contestataires, qu'il faut savoir
qu'il faut savoir dompter. C'est un moyen de casser l'élan contestataire de certains. Nous avons cette tension qu'il y a entre le besoin de sécurité et le besoin d'exercice de la liberté. Nous sommes dans un régime parlementaro-présidentiel, et donc ce régime-là, quelque part, il n'agit pas par un système de consultation populaire permanente, il agit par un système de représentation. On a des représentants qui sont chargés à notre place de produire des lois, et ces lois qui peuvent nous convenir ou pas nous convenir, mais ils sont quelque part mandatés pour prendre les bonnes décisions à notre place. Nous n'avons pas le contrôle, et ceux qui normalement manifestent contre la poursuite de l'état d'exception n'ont aucune chance d'être entendus, parce qu'ils n'ont pas le relais nécessaire auprès des pouvoirs publics. L'État est quelque chose qui... L'État dépasse le cadre de la logique des camps. L'État est l'État. Il a quelque part, que les forces de changement le veuillent ou non, il a une logique première, c'est-à-dire sa propre survie, sa propre perpétuation. L'État n'hésite pas, s'il le faut, à mettre ensemble tout le monde dans le même panier, et qu'ils soient des contestataires, c'est-à-dire, disons-le, de gauche ou de droite. Il faut maintenir la pression, il faut contrôler. C'est le contrôle qui peut porter. Est-ce que l'idée du risque est quelque chose qui est si terrible que ça? Un risque, choisir une dose de risque pour préserver la liberté. La liberté, c'est quelque chose qui n'est pas acquis de façon durable. La liberté, c'est une valeur relative, c'est quelque chose qui se construit dans le rapport de force. Et si on commence à porter atteinte à des libertés censées être fondamentales, qui aurait eu, par exemple, est-ce qu'il aurait été facile de porter atteinte de caricaturer l'état d'urgence, les agents publics chargés de l'appliquer? Il n'était pas possible. Je pense que là, on se heurte à un certain sacré républicain. Il y a de la part de l'État un impératif, c'est qu'il doit garder la main sur la société qu'il contrôle. Il doit garder les moyens d'action. Et alors, donc, dans ce cadre-là, adieu les budgets réduits pour les forces de défense ou d'attaque, peu importe. Adieu donc les arbitrages budgétaires qui ont été passés auparavant. On augmente les budgets et on réaffecte des sommes qui étaient prévues pour autre chose. Donc la priorité devient la sécurité, la défense et puis l'attaque. Nous sommes en tant que citoyens peu audibles dans cette histoire-là. Le Parti socialiste, qui est censé avoir la majorité au Parlement, avoir un président issu de ses rangs, c'est le moins qu'on puisse dire, un ex-responsable du PS qui se retrouve à prôner des décisions qui sont... que la droite elle-même aurait du mal à faire passer. C'est ça, peut-être même des mesures qui seraient d'extrême droite. Nous parlons
je pense à ce niveau-là, je pense à la déchéance de nationalité pour les binationaux, déchéance pour délit. Donc, délit grave. Après, on peut très bien, délit grave, délit moyen, délit faible, tout ce qui en fait peut constituer un risque pour la sécurité, s'entend par là sécurité publique, ça peut être la sécurité au sens large, plus la sécurité, juste la sécurité dans le quotidien. Donc tout ce qui peut porter atteinte, il n'est pas question de refuser la sécurité par principe. La sécurité est nécessaire pour pouvoir vivre de façon, pouvoir vivre normalement et pouvoir développer des rapports normaux en tant qu'acteurs sociaux et ne pas se préoccuper de savoir s'il ne va pas nous arriver, si nous n'allons pas courir un risque que nous aurions pu éviter. La sécurité, comme j'avais dit dans une intervention, la sécurité, j'avais dit ça face à un candidat de gauche, malheureusement, le candidat de gauche, lui, il n'en parlait pas, il était très réticent, il avait une réticence, on va dire, épidermique vis-à-vis des caméras de surveillance, par exemple. Et donc, il avait fait toute une consultation pour essayer de savoir, etc., avec des gens spécialistes de la question, de la sécurité, et donc, arrive le candidat, le maire de droite, le maire conservateur, et sans aucun problème, lui, il n'a rien contre la systématisation de la surveillance. Il multiplie les caméras et évident que là, à ce niveau-là, il y a toujours une pensée qu'il faut avoir par rapport à cette inflexion sémantique. On ne parle pas de vidéosurveillance, on parle de vidéoprotection. C'est tout à fait, c'est une nuance de poids. Et donc, nous avions ce maire-là qui avait ses réticences, bien respectables. Chacun a le droit d'avoir une approche qui lui soit propre par rapport à ces questions de sécurité. Il n'est pas possible d'imposer une vision de la sécurité. Moi, j'avais parlé de la sécurité en tant que question transversale entre la gauche et la droite. Et c'est évident, dans sa campagne électorale, il n'a pas insisté sur ce domaine-là, alors qu'il y avait une demande. Donc, en acceptant l'idée qu'il y a une demande de sécurité, et sans aller jusqu'à une société d'ordre, prendre des mesures. Or, le gouvernement actuel, profitant de l'effet désastreux sur les populations, de ce qui s'est passé, des événements tragiques, bien entendu, et a appliqué un programme qui n'est pas sans état d'âme, un programme le plus poussé possible au niveau des contrôles de la population. Alors, s'il faut être dans le slogan, dire à bas la surveillance systématique, à bas le contrôle arbitraire, les contrôles de toutes sortes, redonnons aux citoyens, redonnons à nous-mêmes la capacité de refuser, comme la référence obligée, la référence indépassable de De Gaulle. De Gaulle était un rebelle, il a dit non à l'autorité. Voyons, quelqu'un qui est soumis à la hiérarchie et qui dit non à une décision prise par ses supérieurs et qui se pose et qui dit non, moi je refuse de déposer les armes, je pars en résistance. Nous avons une constitution gaullienne, nous avons cette figure emblématique qui dit non. Alors quand vous dites non, à un moment donné, vous n'êtes pas De Gaulle qui veut, mais l'exercice de la liberté, du refus, de la résistance, de l'opposition est nécessaire. Parce que le pouvoir, par sa nature même, est un pouvoir qui aime le contrôle. Tous les pouvoirs aiment le contrôle et n'aiment pas perdre la maîtrise des choses.
tous leurs efforts vont dans la prévoyance, dans la mise en place de dispositifs de prévention, voilà. Donc résistant au pouvoir, à tous les pouvoirs, résistant de façon pacifique, comment on pourrait dire entre guillemets, civilisée, argument contre argument. S'il y a des arguments d'autorité, il n'y a pas de problème. Si dialoguant, polémiquant, si un camp, si une pensée, si une approche paraît plus légitime, paraît plus cohérente, adoptons-la, il n'y a pas de problème. Mais débattons. Débattons de façon libre, en tant que citoyen libre, citoyen capable de comprendre, de compréhension, capable d'exercer leur libre arbitre, capable de... Qu'est-ce que je voulais dire? Capable de... Pas de perspicacité, mais capable de... cette capacité que nous avons à nous sentir euh, à être en capacité de produire de la visibilité, de la... comment dire? À un moment donné, nous pouvons avoir une approche qui soit cohérente, qui soit globale d'une situation donnée, et nous pouvons produire une sorte de capacité à apporter ou à un diagnostic, à apporter cette expertise. Nous sommes des citoyens, nous sommes capables de produire de l'expertise. Nous ne pouvons pas être, nous n'avons pas besoin d'avoir des spécialistes pour décider à notre place. Nous sommes aussi spécialisés que quiconque dans la proposition. Nous pouvons avoir des propositions très pertinentes, des propositions très en rapport avec une situation donnée, et notre voix doit être entendue. Bien à vous.